RDC est une et indivisible. De la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Devenu MONUSCO aujourd'hui. 2002, il y a eu la fin de la guerre. Et le reste de l'histoire, nous la connaissons nous tous. Eh bien, en 2003, les troubles de l'Ituri nous avons dû tendre la main à l'Union européenne et plus précisément à la force française Artemis pour y mettre fin. Et depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, notre armée, à partir de 1999, est appuyée par la MONUSCO. Nous venons depuis novembre 2021 de faire appel à l'UPDF, c'est-à-dire à l'armée ougandaise, pour nous aider à combattre les ADF dans le Nord Kivu et maintenant aussi dans l'Ituri. Si j'ai fait ce petit rappel historique, c'est pour vous montrer que nous avons eu, certes, une armée, mais nous avons eu des faiblesses visibles, évidentes, qui ont fait que presque à chaque agression, nous avons dû tendre la main à l'extérieur. En réfléchissant avec un certain nombre d'officiers, nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas une fatalité, mais que ça a été probablement la cause de mauvais choix de politique. La politique que nous avons menée depuis notre indépendance, dominée essentiellement par le pouvoir de Mobutu, c'était une politique de relation de bon voisinage avec les pays voisins. Moi, je suis entré à l'armée en 1971. Je n'ai jamais entendu, j'ai été vers la fin de ma carrière, pendant 15 ans dans le haut commandement militaire, je n'ai jamais entendu parler en haut lieu du mot de dissuasion. Dissuasion vis-à-vis de nos voisins, dissuasion vis-à-vis de toute
toutes les personnes qui auraient des velléités de nous envahir. Je n'ai jamais eu un débat là-dessus. Ce qui fait que les dirigeants congolais, depuis l'indépendance, ont reconnu qu'ils avaient un pays extrêmement riche en potentialité, mais ils n'ont pas eu le réflexe que cette richesse-là devrait provoquer des convoitises et que par conséquent, ces convoitises-là, à un moment donné, vont entraîner des agressions de ceux que on appelait généralement les pays frères. Parce que nous nous appelons tous frères. Nous avons 9 pays frères autour de nous. Le Congo s'est toujours comporté comme un pays qui ne doit pas s'inquiéter de ce que ses frères peuvent lui faire. Et donc le mot dissuasion n'a jamais caressé notre cerveau. Dissuasion externe vis-à-vis de l'extérieur. Et ainsi notre armée, qui était apparemment bien formée, je parle des années 80-90, qui a même gagné certaines campagnes à l'extérieur, notamment au Tchad, où on a fait mordre la poussière à M. Moukouni-Ouédé et Kadhafi. Eh bien, nous sommes malheureusement comportés comme si il n'y avait pas d'ennemis autour de nous. Et les événements qui nous sont arrivés, que ce soit en 67, que ce soit plus tard en 97, 2 fois, 98, et enfin en 76 et puis 77. Et puis en 96 avec les Kadougou, tous ces événements-là qui nous sont arrivés comme par surprise. Nous étions presque surpris que ça nous arrive parce qu'on ne comprenait pas que nos voisins puissent nous envahir. Devant ce tableau, devant cette histoire, faut-il continuer? À nous dire pays riche, potentiellement riche, mais sans tirer les leçons de l'histoire. Les richesses, finalement, que nous avons sont nos porte-malheurs, si vous voulez. Mais ce que nous savons, c'est que ailleurs, lorsque vous êtes riche, vous mettez un chien méchant à votre porte. C'est ce qui a fait que nous avons réfléchi. Mais on n'a pas réfléchi que sur la dissuasion vis-à-vis de l'extérieur. On a aussi réfléchi sur la dissuasion vis-à-vis de certaines forces intérieures.
Je vous ai parlé de rébellions qu'il y a eu dans les années 60. Il y a de soubresauts que nous connaissons nous tous régulièrement dans certains coins de la République. Je n'entre pas dans les détails. Et ces désordres qui parfois arrivent à des rébellions, nous avons le cas à l'est du Congo, devraient constituer aussi une préoccupation sur le plan de politique de défense en termes de dissuasion interne. Mais la seule dissuasion comme politique ne suffit pas. Pour mettre en place une dissuasion, qu'est-ce qu'il faut? Il faut construire une armée. Pour protéger notamment certains sites que nous avons. Nous avons dans nos frontières à peu près 17% de notre territoire est occupé par des zones touristiques, des parcs nationaux, qui généralement font frontière avec les pays voisins. 17%. Avec ce que nous connaissons comme faune et flore dans ces espaces. Nous savons ce qu'ils subissent de la part de certains de nos voisins. Ce sont des aires qui doivent être absolument protégées. Il est vrai qu'il y a aujourd'hui le corps PPN qui les protège, mais le corps PPN a des insuffisances qu'il faut absolument corriger. Nous avons de grandes richesses minières, des sites qui sont convoités par certaines forces, généralement étrangères, et qui s'y installent souvent sans être inquiétés d'aucune façon. Si nous voulons continuer à être riches, ou dire riches, nous devons commencer par sécuriser, défendre ces aires-là. Défendre, oui. Mais pour défendre, il faut avoir une logistique. Le Congo est le pays qui vend, en tout cas parmi les pays qui vendent le plus de matières premières au monde à toutes les nations, à commencer par les nations les plus fortes. Des matières premières à la base de toutes les armes, y compris les armes de destruction massive. Mais le Congo, malgré son gigantisme, depuis 1960 n'a pas produit une cartouche. Même pour une cartouche, nous avons l'embargo, qui, Dieu merci, grâce notamment à la France, vient de nous être levé. Je remercie au passage l'ambassadeur de France, pays qui a
obtenu qu'on puisse lever cet embargo qui ne disait pas son nom. Mais je m'adresse aux officiers congolais et aux politiciens congolais qui sont ici. Est-il normal qu'en 60 ans, nous n'ayons pas développé une capacité pour fabriquer une cartouche? Quand je parle de la cartouche, je parle de tout le reste de la logistique de guerre. Est-il normal? Je dis non. Napoléon, Alexandre le Grand, Shaka Zulu, nos royaumes, nos ancêtres, avant la colonisation, fabriquaient leurs lances, leurs flèches, leurs javelots, leurs boucliers. Mais comment se fait-il que, depuis l'indépendance, nous, les ingénieurs congolais, les scientifiques et autres, n'ont pas pensé qu'il fallait nous protéger en fabriquant, en produisant nos propres armes, nous qui vendons toutes les matières premières pour fabriquer ça. Donc nous devrons, dans cette politique de défense, développer une capacité d'autonomie logistique qui pourra être progressivement développée et pourquoi pas nous rendre une bonne autonomie. Notre armée est une armée une des rares armées qui n'a pas de réserve. Aussitôt que quelqu'un termine sa carrière militaire dans notre pays, on l'oublie totalement. Les anciens militaires, certains sont ici, certains anciens généraux, ne sont plus comptés comme des ressources potentielles en cas de par notre armée. C'est anormal d'avoir une armée d'active sans une armée de réserve. Cette politique de défense a décidé d'instaurer la réserve. Cette politique de défense a décidé donc, après l'industrie de défense, de créer une réserve. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons beaucoup de jeunes dans notre pays qui veulent devenir militaires. Et généralement, les vocations ne naissent pas au-delà de l'âge adulte. Les vocations naissent souvent entre 10 et 15 ans. Mais ceux qui veulent devenir militaires à cet âge-là, chez nous, ne sont pas pris en charge. Nous avons pensé qu'il est temps d'instaurer une école de cadets pour nos vocations militaires. Notre loi la loi fondamentale de notre pays prévoit un service militaire obligatoire sous certaines conditions légales. Nous voyons comment notre jeunesse dans le pays aujourd'hui se comporte. Et les pays, par exemple, la France, qui a expérimenté ça, qui a mis fin il y a quelques années, j'ai entendu un officiel français me dire qu'il regrette d'y avoir mis fin. Le service militaire obligatoire. Parce que depuis qu'on y a mis fin, il y a
une certaine déstabilisation de la sécurité en France. Nous pensons, au niveau du Conseil des ministres, qu'il est temps que nous puissions étudier des modalités de créer un service militaire obligatoire pour notre jeunesse, notamment ce qui termine les humanités. Mais il n'y a pas que cette forme-là d'enrôlement à l'armée. Nous avons un pays qui a besoin de cerveaux dans son secteur de défense. Nous avons pensé qu'il faut instaurer un système de service militaire contractuel. Contractuel pour certains cadres techniques, scientifiques, qui seraient affectés dans nos laboratoires de recherche militaire pour certains objectifs militaires. Donc ce sera une troisième forme de service militaire, c'est-à-dire le service militaire contractuel. Un contrat de 5 ans, un contrat de 10 ans, comme cela se fait aussi dans certains pays. Les menaces, il n'y en a pas que dans l'espace physique. Il y en a aussi, nous les connaissons aujourd'hui, dans le domaine de l'informatique, du numérique. La cybercriminalité, la cyberguerre doit être une composante, une préoccupation pour notre système de défense. Nous devons développer des capacités contre cette autre forme de criminalité. La criminalité transfrontalière. Il est vrai que tout ce qui est frontière est géré par la DGM, par la douane. Nous savons qu'à l'est du pays, la guerre est alimentée aussi à travers la douane, aussi à travers les filets, les maillots lâches de notre DGM. Nous devons donc avoir un système de défense militaire et civil suffisamment intégré avec des passerelles suffisamment fonctionnelles pour que ces maillons-là ne soient plus ceux qui sont aujourd'hui. Notre diplomatie de défense est pratiquement au point mort. Le Congo ne participe à aucune activité internationale dans le domaine, par exemple, de l'ONU. Ce ne sont pas les capacités qui nous manquent. On n'y a pas pensé. Il est temps d'y penser. Donc, la contribution du Congo, notamment au maintien de la paix.
mais aussi dans le cadre de la diplomatie de défense. Nos pays amis, les États-Unis, la France, la Chine, d'autres, l'Afrique du Sud, nos relations militaires avec ces pays-là souffrent de absence de gestion. Je ne dirais même pas insuffisance d'absence de gestion. Nous devons redynamiser, reprendre cette gestion de manière à ce que la diplomatie de défense congolaise puisse être effective. Qui veut la paix prépare la guerre, comme disait Végèse au 5e siècle. Mais préparer la guerre, ça signifie avoir deux éléments majeurs. Avoir les hommes et avoir la logistique et les finances. Les hommes, physiquement, nous les avons. Mais sur le plan moral, sur le plan éthique, nous devons reconnaître qu'il y a d'énormes efforts à faire. Notre politique de défense devra veiller à ce que l'éthique, à ce que la discipline militaire ne soit pas que des vains mots, qui soient des mots vécus quotidiennement. Parce que c'est l'homme d'abord, la logistique ensuite. Je me rappelle que dans les années 74, le lieutenant-général Mobutu a préfacé un livre où on a dénoncé, en 74, ça fait déjà presque 50 ans, un livre édité par les services de la presse de l'armée, des forces armées zaïroises, où il a dénoncé déjà beaucoup de mots de mauvaise gestion qui continuent aujourd'hui, qui se sont sûrement multipliés. C'était tellement vrai que en 1975-77, probablement la mort dans l'âme, il a dû rappeler certains Belges pour venir gérer nos finances, le ministère de la Défense, dans les états-majors, l'état-major général, dans les états-majors des forces. Des Belges ont géré, depuis ces années-là, jusque d'ailleurs à la chute de Mobutu, nos finances. La logistique, carburant. C'était une façon de disqualifier le personnel congolais. Nous devons reconnaître ces insuffisances-là et prendre des mesures pour y mettre fin. Car nous avons une masse de cerveaux formés dans les grandes académies. Mais, comme disait François Rabelais, science sans conscience. Le ruine de l'âme. Nous devons donc absolument faire en sorte que la moralisation de la gestion de notre armée soit une des priorités majeures de notre politique de défense. Enfin, nous avons, pour mieux encadrer les finances de la République, de l'armée, mis en place pour la première fois aussi
depuis l'indépendance, la loi de programmation militaire. C'est un essai, un premier essai que nous avons fait. La loi a été promulguée depuis le mois d'août. Et en principe, ces premiers résultats, ces premiers fruits vont se manifester cette année-ci. Plutôt l'année que nous allons entamer dans une semaine. Cette loi de programmation militaire, combinée à une éthique sans reproche, à une discipline de faire, nous permettra, nous croyons, à remettre la gestion de notre armée. Ces structures qui seront générées par cette politique de défense, je disais donc, remettre la gestion de notre armée dans les normes compatibles au développement d'une défense réelle pour la République. Enfin, je termine par dire que la défense militaire sera insuffisante si elle n'est pas suffisamment articulée avec la défense civile. J'ai cité les services de douane, j'ai cité la DGM, l'ANR, la police. Nous devrons avoir entre l'armée et ses services des mécanismes réellement fonctionnels quotidiens qui répondent aux menaces qui sont les nôtres, particulièrement aux frontières, mais aussi à l'intérieur du pays. On va demander à Benoît Niemba, Innocent Olenga et à Patrick Lacoué de se préparer pour une question par personne, comme ça nous permet de capitaliser sur le temps. Madame Kitita, vous avez la parole. N'était pas écrite quelque part, heureusement que celle-ci est bien écrite, nous l'avons lue. La population congolaise est pressée, le Congo est pressé pour occuper sa position, répondant à ces dimensions. Est-ce que cette politique que vous venez de présenter est assortie de quelques plans d'action, un chronogramme pour que nous ayons une idée sur ce que pourrait devenir, dans combien de temps, notre armée et notre défense? Merci. Merci. On va prendre on prend une série, comme ça on y répondra une fois pour toutes. On va prendre Madame Rachel Kitita pour sa question. On va demander à Benoît Niemba, Innocent Olenga et à Patrick Lacoué de se préparer pour une question par personne, comme ça nous permet de capitaliser sur le temps. Madame Kitita, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour la parole. Monsieur le Ministre de la Défense, une question, c'est pour nous également, tous ceux qui nous suivent, c'est une question
qui concerne la défense, alors qu'on dit que des questions de défense sont généralement des questions sensibles. Pourquoi aujourd'hui présenter un document sur la politique de défense? Alors, il faut vulgariser également ce document, pas seulement pour ceux qui sont dans cette salle ou ceux qui suivront à travers la RTNC qui diffuse l'activité en direct, la présentation. Comment vous allez faire pour vulgariser ce document, sachant que la RDC, non seulement le français, langue officielle, dispose de 4 langues nationales. Et quel est le public que vous ciblez en publiant ce document de politique de défense? Prochaine question, Monsieur Lacoué. Excellence, vous avez souligné le besoin de formation. Est-ce que vous avez pris dans cette nouvelle politique de défense, ou dans cette politique de défense de la RDC, le fait que les recherches scientifiques ne sont pas prises en compte dans l'armée? Alors que dans plusieurs pays du monde, les recherches scientifiques ont été les moteurs de développement de l'armée et de la société. Voilà, merci Monsieur le ministre de la Défense. On va répondre à cette première série avant de prendre les 2 dernières questions pour clôturer. La première question porte sur La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.